Bienvenue dans Enlève ta casquette, le podcast qui parle d'identité dans le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Dubost, conférencière sur l'accessibilité et l'inclusion, experte luxe et chroniqueuse chez Sud Radio. Elle est aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux où elle partage son quotidien afin de sensibiliser au handicap et déconstruire les préjugés avec humour et autodérision. Virginie, bienvenue. Salut Karim. Comment tu vas ? Eh bah top, je suis ravie d'être là. Je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. J'avais vraiment très envie de t'avoir sur ce podcast. Tu as plein de choses hyper intéressantes à nous raconter sur le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui. C'est le sujet de l'identité dans le monde du travail. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Virginie, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire ? Comment tu étais quand tu étais plus jeune ? Alors, quand j'étais plus jeune, donc moi je ne suis pas de Paris, je suis d'une petite ville à côté de Nice. Qui s'appelle Vence, à côté de Saint-Paul-de-Vence. Okay. Et en fait, j'ai toujours été passionnée de sport, et plus particulièrement de danse, classique et jazz. Et donc moi, mon rêve, c'était d'être danseuse. Mais danseuse, tu vois, derrière les chanteurs, derrière Billy Crawford, derrière dans tous les clips. Donc voilà, moi, mon rêve, c'était ça. Bon, ma mère, mes parents attendaient autre chose, bien évidemment, de moi, de faire des études longues, etc. Donc... Billy Crawford, t'es né en quelle année ? Je vois un peu la vibe là. Je suis née en 85. Ok, c'est pas ce que je me disais. Avec Billy Crawford, je vois un peu les années. Je suis en 91, les copains, donc je suis pas très très loin derrière. On n'est pas très loin, voilà. Ok, trop cool. Bon, donc du coup, toi, t'avais très envie d'être danseuse. Les parents, ils avaient envie que tu fasses quoi, eux ? Bah, finalement, après, quand j'étais au lycée, j'ai un peu changé de mon fusil d'épaule. Et puis, finalement, j'ai fait une école de commerce. Ah oui, donc assez classique, voilà. Pourquoi tu t'es pas lancée dans la danse, en vrai ? Eh ben... pour être honnête, à l'époque, c'était au lycée. J'avais pas mal de problèmes de troubles de comportement alimentaire, boulimie et tout, et ça m'a un peu éloignée de la danse. Donc voilà, l'identité rapport au corps était un peu plus complexe, donc j'ai bifurqué. Tu t'es arrêté tôt, du coup, lycée, c'est ça ? Ouais, vers 16 ans. J'en ai fait de 6 à 16 ans. Bon, donc du coup, tu continues lycée, donc voie générale, je suppose ? Lycée, oui, voie générale, terminale S. Waouh, terminale, j'ai fait la même chose. Terminale S aussi. Et donc, du coup, juste après, tout de suite, t'embrayes pas une école de commerce, c'est ça ? Ok. Tu savais ce que tu voulais faire, du coup ? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et en fait, dès mon premier stage que j'ai fait chez Louis Vuitton à Monaco. Sympa, comme premier stage. Exactement, sympa, stage de vente. Et là, je me suis dit, bon, je veux être là-dedans, je veux continuer dans cette voie. Et ça s'est fait comme ça. Mais après, moi, toute ma famille, tout le monde est pharmacien. Donc, rien à voir. Personne n'a cette sensibilité luxe ou haut de gamme. Voilà. Donc, ça s'est fait vraiment comme ça. Et c'est venu de moi-même, en fait. Et ça va, c'était bien perçu, du coup, dans la famille, le fait que toi, tu choisisses plutôt une direction luxe ? Oui. Bah, ma mère était un peu déçue que ce soit pas moi qui reprenne la pharmacie un peu plus tard. Mais moi, ça me plaisait pas du tout. Et donc, je voulais absolument aller dans cette voie-là. Magnifique. Donc, du coup... École de commerce, premier stage, donc chez Vuitton, en boutique, du coup, c'est ça ? Ouais, premier stage, j'étais stage de vente. Tu continues, du coup, vers cette voie-là, c'est ça ? Tu continues en école de commerce ? J'ai continué là. En fait, en troisième année, il fallait partir 6 mois. Donc, moi, je suis partie au Mexique, en Erasmus, et c'était un vrai coup de cœur. C'était vraiment mon deuxième pays de cœur, vraiment, j'adore. Et quatrième année, c'était un stage à Londres, que j'ai adoré aussi. Et après, direction Paris, j'ai fait le MBA Sub de Luxe, qui est un master spécialisé dans tous les métiers du marketing du luxe. Donc en fait, dès que tu as commencé à prendre le cap du luxe, vraiment tu l'as gardé jusqu'au bout. Toujours sur les métiers de la vente, tu as fait un peu de market, Non, la vente c'était au début et après c'était plus en marketing. Quand je suis arrivée à Paris, mon premier stage c'était chez Lanvin en market. Et après moi, ma passion vraiment, c'est les montres. Donc, je me suis redirigée très vite vers Cartier, chez qui j'ai fait un stage pendant 1 an, et une marque que j'adore. Et ensuite, j'ai enchaîné en horlogerie, toujours chez Chanel. Sympa. Voilà, et après, j'ai enchaîné dans d'autres belles maisons. Voilà. Bon, magnifique. Donc, du coup, carrière très... Là, j'avoue, tu as fait un vrai tunnel. Oui, voilà. J'ai pas dévié. Tu n'as pas dévié, du coup, jusqu'à arriver... du coup, au bout de quelques années, tu finis chez Swarovski, c'est ça ? Swarovski. Voilà, c'est ça. Comment on prononce d'ailleurs, quelqu'un sait ? Swarovski. Swarovski, ok, ça marche. Voilà, c'est autrichien, c'est pas russe comme tout le monde le pense. Et c'est Swarovski. Trop cool. Donc, du coup, tu termines chez eux, c'est ça ? Oui, en fait,
j'ai enchaîné plusieurs belles maisons. Et la dernière dans laquelle j'étais, c'était chez Swarovski, en tant que responsable commercial. Donc, j'étais en charge d'une zone de Paris et de la région Île-de-France. Ok, hyper intéressant. À ce moment, du coup, de ta vie et de ta carrière, tu es, du coup, 100% valide. Tu n'as pas de handicap à ce moment-là. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose que tu as un peu en tête, dont tu te soucies? C'est quelque chose, enfin, tu y penses? Pas du tout? C'est très éloigné de toi? C'est Pas comment? du tout. Ouais. Mais alors, vraiment pas. Pour 2 choses. Tout simplement, dans mon entourage, j'ai aucun exemple, j'ai aucune personne de situation de handicap. Ok. Donc, t'as pas de référence, en fait. pas de référence. Ouais. Et en plus, quand je vois quelqu'un, que ce soit en fauteuil ou qui est porteur de tout type d'autres handicaps, et ben, ça me met hyper mal à l'aise, ça me rend triste et je tournais la tête. Donc au moins, voilà. Donc c'est pour ça que moi, dans mes prises de parole sur les réseaux, je ne blâme jamais personne parce que j'étais pas mieux avant, quoi. Bon, donc du coup, tu as une carrière qui est très installée, on est chez Swarovski, tout ça. Et puis, avant effectivement que tu aies un accident, parce que du coup, tu as un accident, tu vas me raconter un peu après. Mais donc du coup, toi, tu es bien dans ton poste, tu kiffes et tout? Oui, alors je suis bien dans mon poste, c'est une super maison. Après, moi, ça faisait 10 ans que j'évoluais dans ce milieu et qui peut être parfois un peu superficiel. Et moi, je me trouvais de plus en plus matérialiste. Il fallait tout le temps que j'ai le dernier bijou, le dernier sac, les dernières chaussures. Tiens, je crois que tu te sens un peu concerné. Ouais, mais je me calme, les copains, parce que moi, j'avais un gros problème aussi avec la sape, tout ça, les vêtements. Mais voilà, j'essaie de me calmer un peu, même pour le côté sustainability un peu. Bah, voilà, aussi. Je sais même plus quoi en foutre au bout d'un moment. Donc, calmons-nous, il faut qu'on se calme tous. Et voilà, exactement. Et moi, je me suis sentie un peu trop matérialiste et je me sentais exister en ayant tel ou tel article sur moi. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est trop, j'ai besoin d'une rupture. Et donc, j'ai fait tout ce qui me rend heureuse, c'est-à-dire parler espagnol et voyager. Et donc, j'ai pris un congé sabbatique qui a été accepté tout de suite et, par Swarovski qui ont été géniaux. Et je suis partie 6 mois toute seule en Amérique du Sud en sac à dos. Donc attends. Donc là, du coup, tu te dis, ras-le-bol du quotidien et du coup de ce que tu fais, en boutique et tout, enfin de ce côté luxe. Tu prends un sac à dos et tu te barres comme ça à l'autre bout de la planète. Exactement. Incroyable. Optique pour le coup ultra minimaliste. Donc là, on a troqué les Louboutins pour des Birkenstock. J'adore. Et les sacs de marque pour le sac à dos. Et donc en leggings, etc. Dans une optique vraiment simple, retournée à des valeurs plus authentiques. Et de plus me préoccuper de tout ça, des bijoux. Enfin, j'avais plus aucun artifice. Tu kiffes, t'as pas de moment où tu te dis « Ah, ça me manque et tout » Pas du tout. Non. Mais alors, pas du tout. Okay. Et après, je me suis dit, mais en fait, je peux quand même me faire des amis, avoir des belles rencontres, en étant moi-même et sans avoir tout ça. Et parfois, j'en étais pas convaincue. Donc, c'était bien de se détacher et de se recentrer un peu vers des choses un peu plus authentiques, quoi. On est en Amérique du Sud, donc j'ai commencé au Brésil. Et après, j'ai enchaîné avec Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Colombie, Panama et Costa Rica. C'était le dernier pays que j'ai fait au bout de... J'étais partie 6 mois. Okay. Et en fait, au 5e mois, au Costa Rica, c'est là que j'ai eu mon accident. Okay. J'ai eu un accident de surf, une mauvaise vague, une mauvaise chute. Et ma tête a tapé au fond de l'eau, dans le sable. Et j'étais très proche de la plage, donc il y avait très peu de profondeur. Ok. Voilà. Tu faisais du surf du coup pendant toute la durée de tes vacances? Pas du tout. Ah ouais? C'était la première fois que t'en faisais? C'était le premier cours, 3e vague, et voilà, premier et dernier cours. Okay. Mais ouais, non, c'était ponctuel. Donc, à ce moment-là, du coup, t'es rapatrié, c'est ça? Tu es resté ici? On peut en parler un peu? Ça, c'est ouais, OK? Bien sûr. En fait, j'ai pas été rapatriée tout de suite, tout simplement parce qu'on était pendant les ponts du 1er et 8 mai. Okay. Et ensuite, je n'avais pas d'assurance. Donc, ça a tout complexifié. Wow. Mais j'ai eu une super prise en charge là-bas, dans plusieurs hôpitaux. Et on m'a rapatriée à la clinique de San José, qui est la capitale. Okay. Et oui, j'étais clairement pas en très bon état. J'ai fait 3 arrêts cardiaques, des infections pulmonaires. Okay. Et puis, j'ai une lésion de la moelle épinière qui est très, très haute. C'est-à-dire qu'on a 7 cervicales. Et moi, la lésion, elle est au niveau de C1. Donc, la première cervicale, donc en général, les personnes ne survivent pas. Donc, ça a été
assez sport. Ouais. À ce moment-là, pour toi, c'est un vrai... Enfin, du coup, j'imagine que c'est un vrai choc. En plus, tous tes proches, ils sont loin. Ouais. Comment tu vis un peu le truc? Ça va, du coup? Eux, ils prennent des nouvelles? Ils prennent des nouvelles? Bah oui, t'imagines bien qu'ils prennent des nouvelles. Non, on s'en fout. Non, mais du coup, ils sont venus? Ouais, Comment ils sont venus. Ouais, ils sont venus. Ouais, mes parents sont venus, mes meilleurs amis sont venus sur place aussi. Et ma sœur, évidemment, qui a été un pilier depuis le départ. Et moi, je réalisais ce qui se passait, je me rappelle de tout, mais j'étais complètement dans les vapes, j'étais un peu sédatée. Ouais. Je pouvais pas parler parce que j'avais une trachéotomie, donc j'étais intubée pour respirer parce que je ne pouvais plus respirer seule. Et donc, j'étais un peu dans le déni. En fait, je pouvais que parler espagnol et demander des mojitos. Donc, j'étais complètement un peu à l'ouest et je réalisais pas trop ce qui se passait, quoi. Ok. Ça dure combien de temps? Du coup, tu restes, je suppose, sur place? Ouais, je suis restée 8 à 10 jours sur place. Okay. On m'a rapatriée ensuite à Paris. Okay. Et là, sans son suivi, j'ai fait 2 ans d'hôpitaux. J'ai fait 2 mois en soins intensifs, donc en réanimation à la Pitié-Salpêtrière. Okay. Et là, donc, je bougeais plus rien. Je pouvais ni parler, ni respirer, ni manger, ni bouger. Donc, t'as des souvenirs de ça? Oui, je me rappelle de tout. Ouais, je me rappelle de tout. Et le temps... Comment tu le vis en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand tu passes d'une autonomie et d'une indépendance complète à l'autre bout du monde, à faire ce que tu veux, faire des sports extrêmes, etc., à une dépendance totale et de plus pouvoir bouger, ni, j'en sais rien, se gratter le nez, ni... tu peux plus rien faire et que tu as toute ta tête, c'est un vrai choc, ouais. Tu as senti tout de suite, là, tu prends conscience vite qu'il va y avoir un avant-après, que ton quotidien, vraiment, là, il est... En fait, quand j'étais encore au Costa Rica, je pensais qu'en rentrant en France... Ça allait se régler. Ouais. Le fait de rentrer en France, que j'allais guérir. Sauf que j'ai pas une maladie, une tétraplégie, ça se guérit pas. On peut atténuer les symptômes, mais on peut pas en guérir. Et en fait, en arrivant en France, j'ai bien réalisé que ça allait être un peu plus long et compliqué que prévu, quoi. En revenant du coup ici, donc tu le dis, donc tu passes... C'est 2 ans au total? Du coup, ok. Un peu plus même. Quand tu sors du coup... Donc au bout de 2 ans, tu sors de l'hôpital, je suppose, c'est ça? Donc tu retrouves ton domicile? Eh ben non. Parce qu'il n'est pas accessible. Voilà, ça c'est vraiment la réalité des logements, surtout parisiens. Donc ça a été sport pour retrouver un logement. En plus, c'était en pleine période de Covid, parce qu'il y a pile 5 ans. Et donc, ça a été compliqué de retrouver... j'ai retrouvé finalement, grâce à ma sœur qui a fait toutes les visites. Mais sinon, ça a été assez compliqué, ouais. D'un point de vue pro, du coup, je peux revenir un peu côté... C'est quand même l'objet du podcast, hein, copains, l'identité dans le monde du travail. On s'égare un peu. Bon, c'est pour que les gens comprennent, mais on s'égare. On revient à notre sujet d'origine. Toi, du coup, tu es réintégré dans l'entreprise? Alors, en fait, donc j'étais chez Swarovski. Il se trouve que quand je suis partie en voyage en congé sabbatique, moi, j'avais besoin d'une rupture, comme je te l'ai dit, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et moi, j'étais folle de yoga, j'avais envie d'ailleurs. Et j'avais envie peut-être de changer complètement de carrière. Et il y a eu une réorganisation au moment de mon voyage. Et on m'a proposé, on a proposé à toute l'équipe, de rester ou un plan de départ. Et il se trouve que 1 mois avant mon accident, j'ai accepté ce plan de départ et j'ai donné ma démission. Et mon entreprise a été assez exceptionnelle. C'est qu'au moment de l'accident, ils ont déchiré ma lettre de démission pour pouvoir me réintégrer et que je n'ai pas de problème de prise en charge de mutuelle, etc. et que je puisse être accompagnée. Donc ça a été royal. Mille merci, mille bravo à eux. En vrai, ouais, c'est rare, donc c'est bien de le souligner. Je l'ai eu dans les coulisses pendant qu'on était au maquillage juste avant. Et comme je te le disais, je pense que très très peu de boîtes l'auraient fait. Donc vraiment, pour le coup, là, on peut vraiment les saluer. Parce que évidemment que là, du coup, ça a dû beaucoup t'aider, toi, pour la suite. Bon, donc il déchire cette fameuse lettre de démission. Donc du coup, tu n'es plus en démission. Donc tu fais toujours partie des effectifs de l'entreprise. Et du coup, au moment où tu rentres, toi, avant de partir, tu étais sur un poste de... Responsable commercial. Bon, Paris, Île-de-France. Donc en plus, tu bougeais. Ouais, exactement. J'avais pas de bureau. En fait, j'étais en déplacement tout le temps pour aller voir mes clients, mes partenaires, tout au long de la semaine. Ouais. Qu'est-ce qui, du coup, t'a été proposé par l'entreprise? De quoi, toi aussi, t'avais envie? Qu'est-ce que tu voulais? Alors moi, le réflexe que j'avais quand j'ai eu mon accident,
c'était de revenir à ma vie d'avant. Pour moi, c'était de me réparer, entre guillemets, kiné, toutes ces thérapies-là, et de pouvoir revenir à ma vie d'avant. Sauf que quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que ça allait être plus compliqué parce que je suis pas autonome, donc j'ai des aides le matin, une auxiliaire matin, soir, donc je peux pas être prête très tôt le matin non plus. J'ai une fatigabilité qui est quand même pas négligeable et j'étais un peu dans le déni à ce niveau-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait être plus compliqué. Et après, il y avait une autre chose, c'est que je me disais que justement avec en travaillant moins, d'avoir un mi-temps peut-être, et ben la mission qu'on m'aurait proposée n'allait pas être très stratégique et j'avais pas envie de retourner en entreprise pour retourner en entreprise. Ça aurait été un peu la double peine de faire quelque chose qui me plaisait pas et qui me faisait un peu rétrograder et faire des missions que je faisais 10 ans plus tôt. Donc il y avait ça. Et d'un autre côté, c'était le fait que j'avais besoin finalement d'avoir une mission, un quotidien qui avait plus de sens aussi. Et de vendre des bijoux, ça en avait plus pour moi et j'avais besoin de faire quelque chose qui avait plus d'impact. Donc je n'ai pas repris chez Swarovski. Quel choix du coup t'as fait? Donc, tu n'as pas repris chez Swarovski, du coup, Enfin, déjà, il faut repenser à tout, c'est-à-dire que là, tu pars un peu from scratch, mais en plus, c'était pas prévu, donc tu savais déjà un peu vers quoi aller? Pas du tout, absolument pas, parce que moi, c'était tout ce que j'aimais, ce milieu-là, et la seule chose que je savais faire, c'était ce métier-là, donc hyper dur de repartir de zéro, parce que tu te dis, qu'est-ce que tu vas devenir? Déjà, niveau santé, tu dis, qu'est-ce que je vais devenir? Niveau travail, évidemment, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir gagner ma vie aussi, parce que c'est pas tout de faire quelque chose qui nous plaît, il faut qu'on puisse en vivre aussi. Et en fait, il se trouve que je me suis laissé un petit peu de temps. Pendant 1 an, j'ai préparé une pièce de théâtre et j'ai joué dans une pièce de Philippe Lelouch qui s'appelle Le jeu de la vérité. Incroyable. Donc ça, c'était hyper chouette, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et après, au fil du temps, je me suis rendu compte que je faisais face à quand même beaucoup de maladresse de personnes. Des gens. Pas forcément, c'était pas forcément méchant, mais comme on disait en off, c'est des personnes qui sont peut-être maladroites, qui savent pas comment faire. Et en fait, je me suis dit, je vais me lancer sur les réseaux. J'étais déjà présente un peu sur Instagram avant, mais là, je me dis, il faut que je partage ça pour essayer de sensibiliser avec une petite touche d'humour pour faire passer les bons messages et pour montrer comment s'adresser, par exemple, à une personne en situation de handicap, etc. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé sur LinkedIn, plateforme que tu connais bien, il y a 1 an et demi, à faire la même chose, parce que c'est des amis qui m'ont poussée. Parce qu'au départ, je me suis dit, mais LinkedIn n'a rien à voir. C'est un réseau pro. Moi, avant, c'était un peu mon carnet d'adresses, quoi. Et en fait, ça a vraiment bien pris. Et donc, je continue à le faire de plus en plus sur LinkedIn, notamment. Et tu me demandais ce que je faisais aujourd'hui. Et ben moi, je n'avais aucune idée de quoi faire. Et il se trouve que les opportunités que LinkedIn m'a apportées, c'est venu à toi ça a dessiné un peu mon quotidien, ma situation professionnelle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, par exemple, j'interviens en entreprise pour témoigner sur le dépassement de soi, le handicap, la résilience. Je fais des missions de conseil en entreprise, notamment d'accessibilité, par exemple, pour G7, pour Doctolib, pour... dans pas longtemps pour le salon de l'horlogerie à Genève. Enfin voilà, plein de missions complètement différentes. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. J'anime aussi un podcast qui s'appelle Dialogue sur les thématiques d'inclusion et de RSE. Donc j'ai un quotidien qui est hyper fourni et varié. Et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout il y a quelques années, quoi. Ça t'a aidé, tu penses, aussi à faire le deuil plus facilement de, en gros, ta vie d'avant et de ce que tu faisais? Parce qu'au final, tu as construit là un quotidien qui est incroyable, qui est venu un peu... les opportunités sont un peu venues à toi comme ça. Tu penses que ça aide, du coup, de aujourd'hui faire des trucs qui... Parce qu'aujourd'hui, je suppose que ça te plaît beaucoup, ce que tu fais. Ça aide, du coup, à faire le deuil de là-dedans? Ouais, bien sûr. Après, en fait, c'est humain de se comparer à soi, aux autres, et à la vie, moi, la vie que j'avais avant. Et professionnellement, en fait, je suis hyper contente d'avoir ce quotidien-là, parce que tu as une dimension que j'avais pas avant, c'était la dimension impact. Et ça a vraiment de sens. Ça peut paraître très cliché, mais au quotidien, ça donne c'est un vrai driver. Et c'est chouette de se dire qu'on peut avoir de l'impact
dans nos actions, quoi. Les amis, je ne sais pas si vous l'entendez hein, depuis le début de ce podcast, dès que je pose des questions, il y a toujours une petite partie de moi où moi j'ai toujours peur justement d'une maladresse, de dire quelque chose qu'il ne faut pas ou pas de la bonne manière. Je trouve que, et c'est aussi pour ça que j'étais hyper content Virginie qu'on se voit aujourd'hui, c'est que on parle très peu de handicap, ou en tout cas on en parle mais que à des moments, on le disait en off, juste à des moments un peu de fame, mais c'est toujours très superficiel. Et aujourd'hui, je trouve qu'on va pas assez au fond des choses, ce qui crée un peu ce truc. Il est évident, je te pose une question, mais je connais déjà la réponse. Tu as dû être confronté 1 milliard de fois à des maladresses, à des incompréhensions, à des discriminations aussi. Tu l'as ressenti, tu l'as vu, moins peut-être? Tu veux dire dans le monde de l'entreprise ou en général? Globalement. Oh, globalement. Tu peux me dire même plus large. Plus large, oui, enfin des discriminations. J'ai pas l'impression d'y avoir été confrontée, même si on dit qu'être une femme en situation de handicap, c'est qu'on cumule un peu. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, ouais. Mais oui. Donc, plus que tu habites en banlieue et qu'on continue la liste, alors là, vraiment, la totale. Non, ça va. Des maladresses, oui. Par exemple, moi, dans la rue, il y a des personnes que je ne connais absolument pas qui me disent « Oh là là, ma pauvre, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Bonjour, ouais. Ou alors de « Oh là là, ma pauvre, mais... » Oh là là, mais vous êtes courageuse, c'est incroyable ce que vous faites. Ouais, enfin... Ou alors, tu vois, quand je vais acheter du pain, je ressors et la boulangère qui me dit « Allez, bon courage !» Bah, bon courage de... Enfin, okay. Tu vois, ça te ramène un peu toujours à ta condition. Ouais. Et c'est un peu... Ou alors, tu sais, quand je vais avec une amie quelque part, et on s'adresse à elle tout le temps. Et pas à moi. Alors que, ok, j'ai pas mes jambes, mais j'ai toute ma tête. Et puis tu réagis comment quand ça arrive, ça? Parce que j'imagine qu'au quotidien, ça doit quand même arriver un certain nombre de fois. En fait, il y a un peu deux choses, deux humeurs. Parfois, ça va vraiment m'énerver. C'est vrai. Ouais. Et bon, je vais pas m'énerver, mais je vais leur dire, vous savez, vous pouvez m'adresser la parole. Voilà, j'ai toute ma tête, voilà, je peux parler. Et après, je me dis, quand je suis dans une meilleure humeur, je me dis, c'est aussi l'occasion de sensibiliser, d'éduquer et de leur expliquer en leur disant, vous savez... N'hésitez pas à vous adresser vraiment à la personne directement parce que ça peut être blessant, quoi. C'est dur d'éduquer. Enfin, ce que tu disais d'un point de vue énergie au quotidien, au bout d'un moment, ça t'épuise? Ça m'épuise un peu, mais quand tu vois que les personnes comprennent, tu dis que tu as fait une bonne action, tu as fait une bonne chose. Et c'est pareil, tu vois, quand je vais dans un resto ou un lieu qui n'est pas accessible, je leur dis, n'hésitez pas à investir dans une rampe qui coûte rien du tout, qui est amovible et qui peut permettre à tout le monde d'accéder à votre établissement, quoi. Et là, quand ils font l'action d'acheter, quand je reviens et qu'il y a la rampe, là, je suis contente, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu dis que ça a fonctionné. Là, du coup, on est dans un microcosme. On est un peu, tu vois, là, on est à Paris. Donc, c'est la capitale, etc. Est-ce que déjà, toi, tu trouves que c'est adapté? Tu trouves que ça va? Enfin, ton quotidien, il est difficile aujourd'hui quand tu dois bouger, te mouvoir... travailler, créer du contenu, rencontrer des gens, ça va ou c'est compliqué? C'est toujours compliqué au niveau des déplacements, parce que comme on sait, le métro n'est pas accessible et que le bus, on met 2 à 3 fois plus de temps pour se déplacer. En fait, ce qui est compliqué, tout se fait, tout est possible avec de l'organisation et de l'anticipation. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me frustre le plus, c'est qu'il n'y a aucune spontanéité. Je dois tout anticiper, même, tu vois, pour venir, je te disais, dis-moi bien les horaires, que je puisse prévoir le transport, etc. Tout est... voilà, je peux pas te dire, viens, on se barre, on se retrouve... Je peux répondre des taxis, mais je peux pas prendre des taxis tous les jours non plus. Mais on a la chance d'en avoir des taxis accessibles, et ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Mais voilà, c'est le fait qu'il faille tout prévoir, quoi. Ouais, j'imagine du coup à quel point ça doit être relou. Ouais. Je me demande moi à quel point, ça tu as dû le voir parce que du coup tu donnes plein de conférences sur le sujet, mais autant le quotidien bouger c'est déjà compliqué, mais alors du coup en entreprise c'est comment? En entreprise, y a pas mal de personnes qui font beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui bougent. Ok, il y a beaucoup d'handy-washing, on en parle énormément sans faire plus d'action. Moi, tant qu'on en parle, je trouve ça déjà bien. Après... Je pense qu'en entreprise, il y a un gros manque de sensibilisation. Et aussi, il y a un autre point qui est important, c'est qu'on parle beaucoup d'entreprise, mais il faut parler aussi des collaborateurs. Parce que les collaborateurs, il y en a beaucoup qui sont en situation de handicap et qui n'osent pas déclarer leur RQTH, donc leur reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé. Et ça aussi, c'est le travail de l'entreprise, de les mettre en confiance pour les aider justement à en parler.
parce qu'on parle de recrutement de personnes en situation de handicap, mais je pense qu'il y en a déjà beaucoup en entreprise et qu'il faut pouvoir vraiment les accompagner. Et en fait, ces personnes-là, il faut vraiment qu'elles osent demander un accompagnement, qu'elles osent demander, dire quels sont leurs besoins, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait. C'est dans l'intérêt d'elles de pouvoir mieux performer, et donc c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise aussi, quoi. Il y a un chiffre qui revient souvent quand on parle de handicap. Je ne saurais pas te donner la source, mais tu dois très bien voir de quel chiffre je parle. C'est 80% des handicaps sont invisibles. Et donc, c'est vraiment un sujet qui touche énormément de monde. Alors, dès qu'on va... Là, on se dirige un peu plus vers le sujet du recrutement. Ça, c'est un peu plus, effectivement, mon sujet. Ouais. Et il y a vraiment ce truc, moi, que je vois au quotidien. Tu me dis si toi aussi, tu l'as ressenti. Mais d'un point de vue légal, un recruteur n'a pas le droit de demander à un candidat s'il est porteur d'un handicap ou non. Et de l'autre côté, les candidats ont hyper peur d'aborder le sujet, de peur d'être discriminés. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une rupture là au milieu, où personne n'ose parler à personne. Les candidats, moi, que je vois qui sont RQTH, n'osent pas du tout en parler, ou des fois ils me disent c'est une grosse boîte, donc il y a, tu sais, le pourcentage. Donc du coup, c'est une bonne chose. Mais sinon, ils ont peur. Tu le ressens ça aussi au quotidien? Moi, dans les témoignages que j'ai eus, j'ai pas mal de personnes qui ne voulaient pas déclarer leur RQTH, tout simplement parce que les démarches administratives étaient trop lourdes. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui accompagnent les collaborateurs dans ces démarches-là pour pouvoir accéder plus facilement à cette reconnaissance. Mais oui, en entreprise, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que la plupart des personnes que je connais qui cherchent un job et qui ont un handicap qui est moindre, selon elles. Ouais. Elles ne le déclarent pas du tout. Elles ont peur d'être discriminées, qu'on prenne quelqu'un d'autre à compétences égales, qu'on prenne quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Toi, tu côtoies aujourd'hui d'autres gens qui sont en situation de handicap comme toi, qui sont ou indépendants comme toi, ou justement salariés en entreprise? Eh ben... ton entourage a changé aussi? Mon entourage... Ou peut-être évolué, je sais pas comment dire. Ouais, oui, je connais pas mal de personnes en situation de handicap qui travaillent, mais la plupart sont auto-entrepreneurs. Okay. Et je pense que c'est aussi lié, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de difficultés de pouvoir accéder à un poste, et un poste intéressant, que finalement, beaucoup de personnes se tournent vers un projet personnel, monter une start-up, être justement soit conférencier, soit... faire de la formation au handicap, etc. Mais dans mon entourage, il y en a énormément. Et j'en connais peu qui sont en situation de handicap et qui sont salariés en entreprise. J'en connais aucun, d'ailleurs. Ah ouais? Incroyable. Aucun ça... Non. Peut-être une, mais c'est tout. Et en plus, évidemment, là, quand on parle de travail, on va évidemment glisser vers le sujet de l'oseille, parce que le travail, c'est aussi avoir de l'argent. Bien sûr. Mais du coup, si c'est des jobs qui sont moins qualifiés et donc moins bien payés, ça veut dire aussi avoir moins d'argent. Est-ce que tu sens aussi que pour les personnes qui sont en situation de handicap, le quotidien est peut-être moins facile, il y a moins de sous? Tu le sens, ça aussi, ou pas? Exactement, oui. Ouais. Toi, tu as perdu en qualité de... Moi, j'ai perdu un peu en qualité de vie. Après, j'ai quand même une pension d'invalidité et une prévoyance de la part de mon employeur, donc j'ai quand même une sécurité. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir aussi travailler, parce que mine de rien, quand tu es en situation de handicap, tu as un revenu minimum de, je crois, l'AH qui est de 1 100 €. Okay. Mais quand tu veux travailler, quand tu veux gagner plus, et finalement, il y a un risque de perdre ces aides-là. Donc, typiquement, moi, mon activité, j'ai dû créer une SASU, une entreprise, une structure à part, sans me rémunérer, pour pouvoir conserver mes aides. Sinon, c'était pas compatible. Et sinon, finalement, ce qui est un peu contradictoire, finalement, dans l'administration française, enfin, le fonctionnement français. Tu bosses, on t'enlève. Exactement. Tu bosses, donc, alors qu'on devrait avoir ce revenu minimum, parce que finalement, quand tu es en situation de handicap, tout est plus cher. Ouais. Toutes les adaptations sont plus chères. Et donc, tu as besoin d'accompagnement. Et donc, le fait de travailler, c'est un risque de perte d'aide. Donc, du coup, il y a plus de précarité, tu dirais? Ouais. Ouais, tu le sens, toi, tu le vois? Ouais. Ouais. Bon, qu'est-ce qui devrait changer, là, pour le coup? Qu'est-ce que toi, t'imagines dans le meilleur des mondes, là? Qu'est-ce qui devrait évoluer pour que ça se passe mieux pour les personnes qui sont porteurs d'un handicap en entreprise? Tu as 2 heures, Virginie, Bonne question. Pour me répondre. Je pense qu'il faut aussi qu'on éduque et qu'on sensibilise les autres collaborateurs pour les aider à mieux savoir comment
accompagner et aborder les personnes qui sont en situation de handicap. Et là, j'ai fait une conférence dans une grande maison la semaine dernière. Et justement, il y avait le témoignage d'un des managers qui me disait, moi, dans mon équipe, il y a une personne qui a eu un accident. Et j'étais confrontée justement à cette situation-là. Et j'ai dû apprendre parce que je ne savais pas du tout quel était l'accompagnement, comment on pouvait avoir des adaptations pour cette personne. Et donc, je suis partie de zéro. Donc, en fait, c'est des personnes qui sont des managers qui sont aussi humbles et qui sont capables de s'adapter et de pouvoir réagir face à toutes ces situations-là. J'aimerais que tu donnes 2 conseils. Ouais. Quel conseil tu donnerais justement à un manager pour l'aider à mieux accompagner un collaborateur en situation de handicap? Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, ne pas lui demander quel est son handicap, parce que ça n'a aucun intérêt, mais plutôt lui demander quels sont ses besoins. Et voilà, et c'est pareil pour tout le monde, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on demande ses besoins, on va pouvoir agir directement sur... c'est un levier de performance aussi, pour pouvoir l'aider à faire son travail au mieux. Alors que connaître son handicap, on s'en fiche finalement. Quel conseil maintenant tu donnerais à un collaborateur qui, pour le coup, doit faire face à un handicap, à un accident, un peu comme tu l'as vécu? Quel conseil tu lui donnerais? Déjà, je lui dirais que c'est normal d'être perdu, de se remettre en question. Mais le conseil que je lui donnerais, c'est de vraiment se dire que certes, on a un handicap, mais les compétences et nos valeurs n'ont pas changé et qu'il faut absolument les mettre en valeur et de pas... Comment dire ? Le handicap nous décrit certes, mais nous définit pas. Donc, il faut vraiment pas perdre confiance en nos compétences. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu arrives à être pleinement toi-même au quotidien? Est-ce que tu disais le handicap nous décrit mais ne nous définit pas? Est-ce que tu penses que tu es 100% toi aujourd'hui? À la bonne place, où il faut, comme il faut? Est-ce que c'est... Écoute, moi j'ai l'impression... En tout cas, je suis satisfaite de mon quotidien, des actions que je mène. J'ai l'impression d'être à ma place. Ouais. C'est important, ça. C'est tellement... Le quotidien, c'est tellement important. Quand on se sent à sa place, pour le coup, ça change vraiment tout. On va arriver gentiment vers la fin de notre échange. Ouais, gentiment, on arrive au bout. Sauf si tu as des choses à me partager en plus, soit tu me dis. Tu as des trucs dont tu veux qu'on parle en particulier ou pas? Non, on verra à la fin. On verra à la fin. Allez, ça marche. Moi, j'ai un truc que je veux qu'on voit ensemble. C'est si tu pouvais parler à la Virginie d'avant accident, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'en fait, ça sert à rien de tout prévoir. Parce qu'on a tendance à vouloir tout prévoir en disant, je vais faire ce job, telle carrière, avoir telle vie, vivre ici, tel appart et tout. Et en fait, on se rend compte que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous et que tout peut basculer en une seconde, mais que ça va bien aller et qu'on peut toujours rebondir, quel que soit le niveau de fracas, d'épreuves auxquelles on fait face. Je pense qu'on peut rebondir et on ne se rend pas compte à quel point chacun a une source de force en fait, intérieure pour pouvoir agir à toute situation et que finalement, je trouve qu'on s'adapte à tout. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, dans telle ou telle situation, mais au départ, on se dit c'est dramatique, évidemment. Et en fait, on s'adapte aux choses, quoi. Là, tu le dis en plus avec depuis tout à l'heure, de tout ce qu'on raconte, c'est quand même des trucs qui sont hyper forts. Toi, tu le dis avec beaucoup de... justement, avec beaucoup... T'es très zen, je te sens extrêmement zen et tout. C'est le décor, ça. Ah ouais? Regarde, je t'ai mis dans un cadre... Il y a des moments qui étaient très très durs pour toi. Là, c'est le temps, toi, qui t'a vraiment aidé et tout. Le temps, oui. Évidemment, j'ai eu des moments extrêmement durs en réanimation, vraiment très très durs. Mais je trouve que notre mémoire est plutôt bien faite et assez sélective et que, par exemple, moi, quand je me rappelle de ma rééducation, je me rappelle de super bons moments avec soit ma sœur, soit d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi. J'étais à l'hôpital des Invalides où on faisait des courses de fauteuil, on se marrait, on s'éclatait avec les kinés et tout. Et c'est vrai que j'ai plus des souvenirs
plutôt positif. Et oui, la mémoire, comme si la mémoire effaçait, atténuait un peu ce qui a été plus dur. Pour nous aider, je pense que le cerveau finit par dégager ce qui est un peu, ce qui est un peu dur. Bon, bah non, mais en vrai, c'est trop beau. Est-ce que tu as autre chose que tu veux nous partager ou un point sur lequel tu as envie qu'on parle? Je sais que tu m'as dit déjà, c'est-à-dire que c'est bien, c'est-à-dire que c'est passé vite ce que je raconte. Moi, j'ai évidemment une dernière question, mais je veux juste voir avant si tu as autre chose. Toi, c'est quoi ton rapport au handicap? Moi? C'est moi qui te pose une question. Moi, ça me va très bien que tu me poses cette question. J'ai beaucoup de... Il y a plein de moments qui m'ont beaucoup touché là, dans notre échange parce que moi, dans mon entourage, j'ai personne qui est en situation de handicap. Et donc, moi, je le vis un peu, je pense, comme tu le vivais, toi, avant. Moi, j'ai toujours très peur de mal faire. C'est-à-dire que j'essaie toujours, tu vois, là, je t'ai envoyé les questions avant, je t'ai dit, est-ce que c'est OK pour toi tout? Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux pas qu'on aborde et tout? J'ai toujours peur, tu sais, de faire un faux pas. J'ai évidemment beaucoup de... Moi, j'essaie d'avoir beaucoup de bienveillance, parce que c'est aussi mes sujets. Moi, le sujet de la diversité, de l'inclusion, je trouve que j'aime pas ce truc où on nous fout tout le temps dans des cases, tu vois, c'est insupportable parce que t'es Virginie avant d'être juste quelqu'un en situation de handicap, tu vois, et que je suis tonton Karim avant d'être un maghrébin ou autre chose. Donc moi j'aime effectivement ce truc de me dire qu'on en parle de plus en plus et qu'on doit continuer d'en parler de plus en plus. Moi ça me saoule que sur le marché on a encore autant de personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à trouver. Ouais, il y a 2 fois plus... le chômage est 2 fois plus élevé. Et quand tu m'as donné le chiffre, je le connaissais pas, celui-ci, mais je suis tellement pas étonné. Enfin, c'est évident. C'est une évidence. Et puis je t'ai dit, ça amène en plus à plein de sujets comme la précarité financière, etc. Donc, heureusement, tu es là, du coup, pour créer du contenu sur le sujet, pour qu'on continue d'en parler. Puis moi, je vais essayer, comme sur plein d'autres sujets, de m'améliorer de plus en plus. Ça passe, comme tu le dis, beaucoup par de la formation. Je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus éduqués à ces sujets pour essayer de faire au mieux et d'aider ceux qui nous entourent. Oui, tu as complètement raison, parce que le fait de ne pas parler d'un sujet, ça crée un tabou et ça isole encore plus, quelle que soit la discrimination. Mais ça isole encore plus les personnes, quoi. Ça isole, ça cristallise, et puis moins on en parle, plus moins ça existe. Et du coup, plus les gens sont en galère. Exactement. Donc non, on va continuer, Virginie, on va en parler à fond pour que du coup, ça bouge. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Dis-moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, enlever sa casquette? Enlever sa casquette, pour moi, ça veut dire, tu parlais de cases, ça veut dire justement de sortir des cases, d'en s'en créer peut-être des nouvelles, mais en tout cas de s'affirmer, d'oser être soi. Ça peut paraître un peu cliché, mais c'est vraiment comme ça que je le vois, et de se dire, ok, j'ai pas fait le job de mes rêves, j'ai pas atteint un job de mes rêves, mais j'ai trouvé ma voie, ma solution, mon nouveau quotidien que j'ai construit, et j'ai fait comme je pouvais, comme tout le monde le fait. On dit toujours qu'on fait aussi comme on peut. Et je pense que c'est ça aussi, enlever sa casquette, c'est s'affirmer. Et tu vois, j'ai pas fait exprès aujourd'hui, mais je suis venue avec ma casquette. Oh, trop mignon, trop cool. Magnifique. En plus, très belle casquette, j'aime beaucoup. Laine, je crois. Ouais, exactement. Très, très jolie. Sortie au pantalon, tu noteras. Je vois, on est à le sens du détail quand même. On n'est plus dans le quotidien luxe, mais autant vous dire que Virginie, elle a l'œil. Bon, Virginie, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait très, très, très plaisir. Les amis, un immense merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. Ce podcast est disponible, comme vous le savez, sur toutes les plateformes. Donc, je compte sur vous pour donner de la force. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que ce podcast est soutenu par BNP Paribas et par Cadre Emploi. Et du coup, les amis, je vous dis à très vite.